Pierre Guéprat est un jeune adulte de 25 ans vivant avec ses parents en France. Il a des projets plein la tête, mais le 20 novembre 2017, le destin va en décider autrement. La police a très vite conclu à un suicide, mais aujourd'hui, plus que jamais, sa famille a besoin de vous pour faire bouger les choses. Pierre n'a pas mis fin à ses jours, il s'agit d'un meurtre. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Pierre Guéprat, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo plus spéciale que d'habitude parce que aujourd'hui on va parler, oui, de l'affaire de Pierre Guéprat, mais ici j'ai pu parler avec sa maman, avec Agnès, qui mène ce combat pour que la mort de Pierre Guéprat soit vue comme un meurtre et non pas comme un suicide. Vous allez voir, c'est une affaire révoltante, c'est un combat qui est mené d'une main de fer par la maman d'Agnès et par son groupe qui s'appelle les Oubliés de la Justice. Et donc ici, on va pouvoir se plonger dans le combat d'Agnès avec elle à travers son témoignage et à travers le récit de Pierre Guéprat. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me permet évidemment d'avoir plus de poids, avoir une plus grande communauté pour que, par exemple, comme ici, quand je peux collaborer avec une famille, de plus en plus de personnes puissent voir mes vidéos et puissent aider par la suite la famille. Bon, maintenant, lançons-nous dans la triste histoire de Pierre Guéprat. L'histoire commence en 1997, en France et plus précisément en Normandie, dans la commune de Saint-Hilaire du Harcouët. Agnès et son conjoint vivent dans la campagne au milieu des champs de framboises et à cette époque, Agnès est enceinte de Pierre, mais elle ne le sait pas encore. Elle a déjà 2 filles d'un précédent union et elle vient d'avoir une nouvelle fille avec son nouveau compagnon. Comme elle vient de tomber enceinte, comme elle vient d'accoucher, Agnès ne fait pas forcément attention, mais un beau jour, elle va faire la découverte qu'elle est à nouveau enceinte. Agnès a déjà 3 filles et elle est sûre qu'encore une fois, elle porte une petite fille dans son ventre, mais à l'échographie, elle va se rendre compte que non, cette fois-ci, c'est un petit garçon. Arrivée à la maison après l'échographie, elle va s'empresser de donner cette nouvelle à son compagnon et lui, heureux de la nouvelle, va aller chercher son lit à lui de quand il était petit et va directement construire une jolie chambre pour son futur fils qui arrive. Donc vraiment, l'arrivée de Pierre dans cette famille a été une très belle nouvelle et tout s'est fait dans la joie intense. On était vraiment très soudés, Pierre, il était très attendu en famille. D'un coup, je commençais à regrouper des affaires pour les bébés. Et un seul truc qui s'est mal passé, c'était l'accouchement. En fait, Agnès devait accoucher dans sa commune, mais juste avant qu'elle mette Pierre au monde, le service maternité de sa commune a fermé et elle a dû aller accoucher dans un hôpital en dehors de sa ville. C'est comme ça que le nouvel hôpital a fixé la date de l'accouchement de Pierre à début mai. Et c'est là que le 9 mai 1997, Pierre est venu au monde, mais en fait, ils se sont trompés de date car Pierre est né prématuré d'1 mois. Mais voilà, les médecins de l'hôpital diront à Agnès que son fils allait être un légume, qu'il ne marcherait pas, qu'il ne parlerait pas et qu'il devrait être nourri par sonde. Mais Agnès a refusé d'y croire. Elle s'est battue et ça a d'ailleurs été son tout premier combat pour Pierre. En fait, Agnès avait compris que Pierre était très faible parce qu'il ne s'alimentait pas. Et s'il ne s'alimentait pas, c'est parce qu'il ne supportait pas le lait. Donc, selon elle, il devait tout simplement être allergique, mais ça, personne ne voulait l'entendre. Ils m'ont même pas montré Pierre. Ils sont se chamaillés entre eux en criant « Ah, c'est un prématuré. Ah non, il est pas prématuré. Il est malade. Ah non, c'est prématuré. » Ils m'ont mis dans le couloir. J'étais aux larmes. Je pleurais. J'allais à l'hôpital au moins 1 fois par semaine. Parce qu'il vomissait. Il avait des eczémas au visage, partout. J'ai dit « Mon fils est allergique. » Ils m'ont dit « Ah ben non, madame, écoutez, non, il fait un gastro-entérite comme tous les gamins, laissez tomber. » Et je m'appelle toujours, la dernière fois quand je suis allée à l'hôpital à Branche, en pédiatrie,
Ils m'ont dit, vous avez madame, ne venez plus. Donc voilà, le premier combat d'Agnès était de prouver que non, son fils ne serait pas un légume toute sa vie, comme le disaient les infirmières de l'hôpital, mais que tout simplement, il devait grandir, se nourrir, il ne supportait pas le lait, il n'avait jamais bu plus de la moitié d'un biberon par exemple, donc c'était normal qu'il ne se développait pas, il devait y avoir un problème avec le lait, et ce combat pour le faire comprendre ça, que Pierre avait sans doute une allergie, Agnès va le remporter 1 an plus tard. En fait, plusieurs fois par an, Agnès se rend en Pologne pour y voir son père. Et cette fois-ci, elle avait donc pris Pierre avec elle. C'est au cours de ce voyage que Pierre est tombé dans les pommes et que Agnès a dû appeler un médecin. Le médecin polonais va alors arriver et va être choqué de voir ce petit garçon dans cet état. À 1 an, Pierre ne savait pas tenir assis et il n'avait même pas la force de tenir sa tête droite. Donc ça a énormément choqué le docteur de voir ce petit garçon dans cet état-là. En quelques minutes, le médecin a alors dit à Agnès que son fils était bel et bien allergique au lait et qu'il fallait donc faire quelque chose. Le docteur lui a alors donné du lait spécial et le soir même, pour la première fois de sa vie, Pierre a enfin bu un biberon au complet. En 1 semaine, Pierre a ensuite appris à s'asseoir, à se mettre debout et en 2 semaines, il faisait déjà ses premiers pas. C'est complètement fou. D'ailleurs, quand Agnès et Pierre sont rentrés en France, le papa de Pierre a eu les larmes aux yeux quand il a vu son fils debout. Il n'y croyait pas. Donc dites-vous bien que ça a été toute une lutte pendant 1 an pour la maman de Pierre pour qu'on comprenne ce qu'avait son fils et pour qu'on le soigne. Agnès m'a expliqué que quand elle allait amener son fils à l'hôpital qui l'a fait accoucher, déjà ils n'ont jamais vraiment voulu reconnaître leur erreur que Pierre était prématuré d'1 mois. Ils n'ont jamais voulu le reconnaître. Ils ont simplement dit que Pierre était malade, c'était comme ça. Et quand Agnès allait sur place pour dire mon fils ne supporte pas le lait, il le régurgite à chaque fois, eh bien l'hôpital disait oui c'est une gastro comme tous les enfants et il refusait un peu de s'occuper de Pierre tout simplement. Pour gagner ce combat, Agnès a donc dû sortir de son pays pour qu'enfin un médecin veuille bien s'intéresser à Pierre et que ce médecin puisse comprendre ce que ce petit garçon avait. Et je trouve que ce premier combat, si je vous l'explique autant, c'est parce qu'il fait vraiment écho au combat que Agnès mène aujourd'hui. Ce combat pour que les gens s'intéressent à Pierre, pour que les gens puissent reconnaître ce qu'il se passe. Bon, sinon, après ça, Pierre a vécu une jolie enfance. Il était passionné de tracteurs et de vélos. Il jouait beaucoup avec ses parents, avec ses sœurs. C'était un enfant très joyeux et d'ailleurs, il souriait tout le temps. Je me suis battue 1 an. 1 an, c'est moi qui avais raison. Et après, il commençait à courir. Vélo, c'était son passion. On ne peut pas dire qu'il ne sourit pas. Il est souriant, il sourit toujours. J'ai pas de photo de Pierre avec un grimace. Parfois, je regardais vraiment tout. Je tout fouillais, mais je n'ai pas trouvé aucune photo de Pierre avec des grimaces. Mais voilà, à un moment, une nouvelle ombre au tableau va arriver. Agnès, sa maman, s'inquiète car Pierre ne parle pas. Encore une fois, elle a dû aller voir un bon nombre de médecins avant de comprendre que Pierre était atteint d'un trouble de type aphasique, c'est-à-dire qu'il avait du mal à parler et donc il nécessitait un apprentissage un peu plus poussé pour apprendre à parler. De plus, la famille de Pierre apprendra aussi que Pierre était porteur d'une maladie génétique, mais que cette maladie n'était pas développée, donc pas très grave, et donc ils n'en ont pas vraiment tenu compte. Par contre, Pierre avait aussi des problèmes avec ses mains. Je dirais qu'il avait difficile par exemple à faire ses lacets, à rattraper des choses. En gros, c'était des problèmes de motricité, et il avait aussi une force physique plus petite que la moyenne. Mais bon, Pierre était enfin diagnostiqué et sa famille pouvait maintenant aller vers les bons spécialistes et grâce à ça, Pierre a pu commencer à parler. Comme dira sa maman, à partir de là, Pierre ne s'est plus jamais arrêté de parler. Il mettait un peu de temps à commencer à parler quand il ne connaissait pas les personnes, mais après ça, quand il était à l'aise, il parlait énormément. Une fois commencé à parler, c'était un vrai mot à parole, même les personnes qui ne connaissaient pas, même avec son problème à l'écoute, comprenait très bien. Ah, c'était un bavard.
C'est un moulin à parole parce qu'il posait des questions sans arrêt. Tous ces problèmes n'ont pas empêché Pierre de vivre. Son trouble de la parole se voyait surtout dans les moments de grande émotion, mais sinon il arrivait assez bien à s'en sortir. Pierre, il a grandi en aimant la vie. D'ailleurs, il avait une passion pour la couleur jaune. Tout ce qui était jaune, il l'aimait parce que selon lui, le jaune était la couleur de la vie. Aussi, je vais vous raconter une petite anecdote, mais je trouvais qu'elle caractérisait assez bien Pierre. Sa maman m'a raconté que quand Pierre était petit, donc il adorait le vélo, mais il avait toujours les petites roues sur son vélo. Un jour, il y a des enfants d'amis de la famille qui sont venus chez Pierre, donc chez ses parents, et ils ont vu Pierre toujours rouler avec ses petites roues, et les enfants lui ont dit « Bah, à ton âge, t'es censé rouler à 2 roues ». Et Pierre, qui ne supportait pas ne pas réussir à faire les choses comme les autres, a trouvé un moyen d'enlever ses petites roues tout seul, et il est monté sur son vélo et a appris en quelques minutes à faire du vélo tout seul. Donc là, on voit vraiment que Pierre, c'était un battant, que malgré ses problèmes médicaux, il essayait de faire comme tout le monde, il essayait de se sentir capable et il arrivait vraiment à se battre et à vivre une vie la plus normale possible, j'ai envie de dire. Au niveau scolaire, Pierre a commencé sa scolarité dans une école classique, mais il se faisait harceler, autant par les enfants de sa classe que par son professeur. Ce qui est d'ailleurs clairement horrible. Par contre, Pierre avait quand même son petit groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, chacun avait un petit peu sa petite particularité. Par exemple, il avait un ami qui était Asperger, et sa maman m'expliquait que Pierre prenait toujours la défense de ses amis. Il se disait que si ils avaient une particularité physique ou une particularité mentale et que on se moquait d'eux, il devait les défendre. Donc Pierre, c'était aussi un justicier, j'ai envie de dire. Mais voilà, Pierre, il avait toujours un trouble de type aphasique. Et en discutant avec les médecins, ses parents et les médecins ont pris la décision de faire poursuivre la scolarité de Pierre dans une école pour sourds et malentendants. Ce n'était pas le cas de Pierre, mais la scolarité là-bas pouvait être plus adaptée à lui. Là-bas, Pierre s'est alors vraiment bien plu et il s'est fait pas mal d'amis. De plus, il avait de bonnes notes à l'école. Pierre, il était très intelligent. Il avait une excellente mémoire et il écrivait sans aucune faute d'orthographe. Donc c'était un jeune garçon vraiment intelligent. Et surtout, il était très curieux. Il se posait toujours plein de questions sur comment les choses fonctionnaient et il en retenait chaque fois les réponses. Par contre, c'est quand même important de vous dire que Pierre, lui, n'était pas Asperger. J'ai pu penser à ça parce que c'est vrai que le fait d'être très intelligent, de pouvoir retenir beaucoup de choses, c'est une particularité qu'ont parfois les personnes qui sont Asperger, mais ce n'était pas le cas de Pierre. Sa maman me l'a bien spécifié. Dans cette école pour sourds et malentendants, Pierre, il a été en internat là-bas pendant quelques mois parce que l'école se situait à 30 km de chez ses parents. Le truc, c'est que Pierre, il aimait bien être avec ses parents, vivre avec sa maman et son papa et ses sœurs. Donc, il est parti de l'internat et après ça, tous les jours, matin et soir, un taxi ambulancier venait le chercher pour l'amener à l'école et le ramener à sa maison. De plus, encore une petite anecdote, mais quand Pierre était à l'internat, il avait surpris un éducateur être violent avec l'un des résidents de l'internat et Pierre, lui, il avait pris son téléphone et avait filmé la scène pour l'envoyer après à sa maman. Donc encore une fois, c'est une petite anecdote qui montre bien que Pierre n'aimait pas du tout l'injustice et il se battait pour que ses amis puissent être protégés, par exemple. Mis à part ça, Pierre a terminé sa scolarité en 2014 et après ça, il est resté chez ses parents pour les aider dans leurs entreprises. Quand Pierre est sorti de l'école, Agnès, sa maman, avait ouvert un petit commerce de produits de la région, de confiture, et donc Pierre a énormément aidé au magasin. Aussi, par exemple, quand les clients demandaient pour faire un emballage cadeau, c'est vrai que Pierre avait des problèmes de motricité, donc c'était un petit peu difficile pour lui. Par contre, il s'était entraîné et il voulait vraiment arriver à faire ses emballages cadeaux pour les clients pour pouvoir vraiment tout savoir-faire au sein du magasin. Il était donc très investi, il voulait travailler à plein temps dans le magasin et savoir tout faire seul. Le magasin a ensuite progressé et Agnès a ouvert en plus un petit restaurant un peu plus loin et le magasin a alors été tenu par d'autres employés. De plus, en 2017, quand Pierre avait 20 ans, son papa a de son côté ouvert un garage et Pierre a décidé de se former et d'acheter
des outils et des programmes ordinateurs pour pouvoir aider son papa au garage. Donc vraiment, la famille de Pierre avait énormément de choses à faire. Il y avait le magasin, il y avait le restaurant, il y avait le garage et Pierre travaillait partout en même temps. Et c'est pas comme si il faisait les choses à moitié. Non, il travaillait très bien partout et se formait un maximum dans chaque entreprise. En plus de ça, la famille de Pierre avait des voisins un peu âgés et Pierre demandait toujours qu'est-ce qu'il pouvait faire pour les aider. Donc il allait régulièrement chez les voisins pour tondre leur pelouse ou des choses comme ça dans leur maison pour les aider. Aussi, Pierre avait un projet. Il avait demandé à son papa s'il pouvait faire son propre bureau dans son garage pour qu'il puisse y travailler. Et son papa avait accepté. Pierre prenait alors vraiment la chose au sérieux et travaillait à ce moment-là à ce que tout soit parfait pour son nouvel emploi dans le garage de son papa. Nous sommes maintenant le dimanche 19 novembre 2017, veille du drame. C'était le soir et toute la famille avait mangé ensemble au petit restaurant d'Agnès. Mais voilà, à la fin du repas, Pierre dit à sa maman qu'il va rester un peu près d'elle car il doit lui parler de quelque chose. Par contre, pour que vous puissiez comprendre, il faut savoir qu'au-dessus du restaurant d'Agnès, il y avait une sorte de petit appartement où Agnès dormait la semaine pour être tôt au restaurant. La famille avait une autre maison plus loin où Pierre et son papa vivaient pendant la semaine, ils vivaient que tous les deux, vu que Agnès, la maman, était dans l'appartement au-dessus du restaurant. C'est donc pour ça que ce soir-là, le papa de Pierre est retourné chez lui et Pierre a demandé pour rester un peu plus longtemps avec sa maman au restaurant pour lui parler de quelque chose. Donc voilà, le repas se termine, le papa de Pierre s'en va et Pierre se met à exposer ses idées à sa maman. La première chose qu'il dira à sa maman, c'est qu'il a prévu d'adopter un chien dans un refuge. Il a justement envoyé des photos du chien qu'il a choisi à sa maman et Agnès lui explique que pour prendre un chien dans un refuge, il faut qu'il y aille plusieurs fois, qu'il rencontre les gens du refuge, qu'il montre en fait qu'il est très motivé à adopter ce chien et surtout qu'il a toutes les ressources nécessaires pour l'accueillir chez lui. Agnès lui conseille alors d'acheter déjà une laisse et un collier pour chien pour que la prochaine fois qu'il retourne à l'association, eh bien, il puisse montrer qu'il a déjà acheté des choses pour son futur chien. Mais ce n'est pas tout, Pierre veut aussi parler d'une autre chose à sa maman. Il lui explique en fait qu'il a comme projet d'acheter un nouvel ordinateur parce qu'en fait, il a envie d'acheter un programme à mettre sur cet ordinateur, donc il faut un ordinateur puissant pour pouvoir soutenir le programme. C'est un programme qui va lui permettre de savoir plein de choses sur l'automobile, sur les tracteurs, sur tout ce qu'il peut y avoir dans un garage. Agnès va alors dire à son fils qu'elle est d'accord pour qu'il s'achète ce nouvel ordinateur et évidemment Pierre va être très heureux. Pierre va alors préparer ses affaires pour repartir à la maison et avant de partir, il va demander à sa maman si elle peut venir le lendemain avec lui voir le nouveau chien, mais aussi si le lendemain elle peut se rendre au garage pour qu'elle puisse voir le nouveau bureau de Pierre. Et puis juste avant de partir aussi, Pierre va dire à sa maman qu'il doit faire quelque chose de secret. Et donc il va prendre son sac à dos et dans son sac à dos, il va prendre son ancien ordinateur, un clavier qu'il avait, une souris qu'il avait et il va tout mettre à l'intérieur. Et voilà, il dira à sa maman que c'est secret, qu'elle ne doit pas poser de questions. J'ai donc demandé à Agnès, selon elle, qu'est-ce qu'était vraiment ce projet. Et selon elle, et c'est même assez sûr, Pierre avait pour but de vendre son ancien ordinateur, son ancien clavier, son ancienne souris, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent pour s'acheter un nouvel ordinateur. Donc voilà, Pierre rentre chez lui, il dort dans la maison où il y a son papa et la nuit passe et nous sommes maintenant le lundi 20 novembre 2017. Le matin, comme d'habitude, Pierre s'est réveillé, il s'est lavé, il a mis des habits propres et il est parti déjeuner dans un bar-restaurant avec son papa. C'était une habitude qu'il avait avec son papa d'aller déjeuner le matin dans ce bar-restaurant, surtout qu'il était tenu par un ami du papa de Pierre, donc en même temps, il le voyait et il discutait avec lui. Pendant le déjeuner, Pierre va demander 20 € à son papa pour qu'il puisse acheter quelque chose, mais il dira à son papa que c'est une surprise. On saura plus tard que ces 20 € étaient pour acheter la laisse et le collier pour son futur chien. Aussi, pendant que le papa de Pierre parlait avec son ami, Pierre s'est
éclipsé quelques minutes et il a été dans un bâtiment en face pour aller voir une femme qu'il connaissait et qui était prof de musique. Et là, elle était en train de donner cours de musique à des élèves. Pierre est rentré dans la classe, il a approché la femme et il lui a dit que voilà, il allait travailler au garage avec son papa, qu'il avait la formation nécessaire et que elle pouvait emmener sa voiture au garage et qu'il allait pouvoir lui réparer. Alors cette femme, cette prof de musique lui a dit qu'elle le ferait, qu'elle amènerait sa voiture, mais elle n'a pas discuté longtemps avec Pierre parce que donc elle avait des élèves. Pierre était vraiment content, il était fier de pouvoir proposer à cette madame qu'il connaissait bien de pouvoir lui réparer sa voiture, il était content qu'elle l'accepte et donc il est reparti joyeux rejoindre son père donc dans le bar-restaurant là où il déjeunait. Après ça, Pierre est donc retourné au restaurant près de son papa et les deux sont ensuite partis au garage. Sur place, Pierre a continué à décorer son bureau. Il y a rangé sa machine à café et différents papiers qu'il avait imprimés. Donc voilà, il mettait en forme son bureau. Il était vraiment très heureux. Quand il a eu fini d'installer ces quelques nouvelles choses dans son bureau, Pierre a pris son sac à dos, sac rempli de son ancien ordinateur, clavier et souris, et il a dit à son papa qu'il passait au magasin de confiture pour aider. Donc rappelez-vous, ce magasin, c'est le commerce d'Agnès, mais Agnès n'y travaille plus, c'est géré par des employés. Pierre a donc pris son vélo, il a mis son casque, son gilet jaune, et il s'est rendu jusqu'au magasin. Il faut savoir aussi que Pierre avait appris le code de la route et quand il se déplaçait à vélo, c'était pas pour faire des figures avec son vélo, pour faire des choses folles. Non, son vélo, c'était comme sa voiture, il respectait le code de la route et il prenait ça aussi très au sérieux. Il est donc arrivé au magasin, il a aidé les employés à décharger et puis vers 11h, il a voulu repartir. Avant de repartir, Pierre a dit aux employés du magasin que s'il croisait son papa, qu'il lui dise qu'il était reparti à la maison. Donc Pierre a quitté le magasin de sa maman dans le but de rentrer chez lui. Par contre, juste avant, il est passé dans une animalerie pour y acheter la laisse et le collier pour son chien. D'ailleurs, il s'est fait conseiller par une vendeuse et il lui posait pas mal de questions pour être sûr de faire le bon achat. Après ça, Pierre a repris son vélo et il a roulé en direction de sa maison. On sait qu'il s'est arrêté sur la route pour observer des tracteurs jaunes. Il s'arrêtait tout le temps à cet endroit-là parce que vraiment il adorait les tracteurs, il adorait le jaune et cet endroit réunissait les deux choses qu'il aimait, donc il s'était arrêté une minute ou deux pour regarder. Après ça, à 11h20, un gendarme va croiser le chemin de Pierre. Nous sommes rue de la Vieille Garde, il est donc 11h20 et plusieurs gendarmes sortent de la gendarmerie pour y faire leur patrouille. À ce moment précis, en face de la gendarmerie, un des gendarmes présents va voir Pierre sur son vélo. Selon le gendarme, Pierre roulait à contresens de la route. Il aurait même coupé la route à un moment donné de façon assez dangereuse, puis il aurait fait un petit saut sur son vélo pour monter sur le trottoir qui était quand même assez haut par rapport à la route. On se dit que c'est clairement étrange parce que Pierre était très prudent à vélo. Mais bon, le gendarme changera quand même pas mal de fois de version et d'ailleurs ça c'est vraiment un grand point d'interrogation dans l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que le gendarme dira après que non, finalement ça s'est passé trop vite, il sait pas trop si Pierre a coupé la route ou non, il sait pas trop si Pierre était déjà sur le trottoir ou non. Par contre, dans tout ce qu'il dira, à chaque fois qu'il changera un petit peu de version, il y a une chose qui restera, c'est que Pierre roulait à contresens de la route. Mais bon, ça, on peut se l'expliquer parce qu'en fait, on voit mal à cause des buissons et donc Pierre a peut-être roulé à contresens de la route pour voir s'il n'y avait rien après le tournant. Donc, c'est peut-être pas si étrange. Selon la maman de Pierre, selon Agnès, c'est pas très alarmant que Pierre ne roulait pas dans le bon sens à cet endroit-là. Il suffisait qu'il se soit dit, bon, je vais quand même me mettre de l'autre côté, comme ça je vois si une voiture vient derrière le tournant. Mais bon, mis à part ça, ce gendarme est la dernière personne à avoir vu Pierre en vie, et cette dernière personne change de version en permanence. Bon, sinon, mis à part ça, du côté d'Agnès ce jour-là, tout se passe normalement, et vers 15h, elle va appeler le papa de Pierre pour un petit peu lui raconter tout ce que Pierre lui avait dit la veille. Mais voilà, son conjoint, il l'arrête net, il dit qu'elle lui racontera tout ça plus tard, mais que là, Pierre a disparu, qu'il est introuvable et que donc, il faut se bouger pour essayer de le retrouver le plus vite possible. Agnès ressent à ce moment-là une angoisse dans sa gorge. Elle a un pressentiment que quelque chose ne va pas. Les parents de Pierre décident alors de commencer à le chercher dans le village et ils vont d'ailleurs demander à toutes leurs connaissances de faire pareil. Agnès va donc prendre sa voiture, elle va un petit peu chercher dans la ville, dans le centre-ville,
et elle va même aller chercher dans une sorte de petit bois qui se situe dans le village. Dans ce petit bois, elle va croiser un homme qui y travaillait et là, elle va vivre un moment étrange. En gros, cet homme, elle le connaît vaguement et elle sait que cet homme connaît Pierre. Il le connaît vaguement, mais il le connaît un peu. Agnès va alors lui demander s'il n'a pas vu Pierre. Et l'homme va répondre très nerveusement, comme énervé, en disant « Qui ça? Je sais pas qui est Pierre. Non, j'ai rien vu ici. » Agnès, elle comprend pas très bien, elle cherche juste son fils et elle dit « Mais si, Pierre, tu vois pas qui c'est ?» Et l'homme reste un peu énervé, il va dire « Non, j'ai vu personne. » Et en gros, il va un petit peu l'envoyer balader. Après ça, alors qu'Agnès parcourt les routes du village en voiture, elle va voir des voitures de gendarmes en dessous du pont de Viret. Viret, c'est donc l'endroit où ils habitent. Viret fait partie de la commune de Saint-Hilaire. Et ce pont, c'est l'endroit où Pierre devait passer normalement pour rentrer chez lui. Elle se dit alors que peut-être ces gendarmes sont là pour Pierre et elle va sur place et constate dans un premier temps qu'il n'y a que des voitures de police. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas le SAMU, il n'y a pas de secours et donc elle se dit que si c'est Pierre, sans doute c'est rien de grave, sinon il y aurait eu plein de secouristes. Donc elle se dit que peut-être il a été maladroit, qu'il est tombé dans l'eau ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il est à peu près 16h, 16h30 et Agnès donc sort de la voiture pour aller voir ce qu'il se passe. Elle marche alors vers le dessous du pont où elle voit quand même plusieurs policiers à cet endroit et à ce moment-là, on la stoppe net, on l'empêche d'avancer et elle dit « Je pense qu'il s'agit de mon fils » et au loin, elle entend un policier dire « Ah, c'est la mère ». Agnès, à ce moment-là, elle comprend pas trop ce qui se passe, elle essaye d'avancer, mais un policier lui bloque la route et ne lui dit rien. Là, le policier la prend, la soulève et l'emmène plus loin. Agnès, elle la rend folle, alors elle se débat. Elle donne des coups de pied au policier, mais le policier la prend à la gorge, ce qui bloque Agnès qui finit par lui mordre le bras à sang, et c'est suite à ça que le policier la redéposera par terre. Agnès, elle est retournée dans sa voiture pour boire un petit peu d'eau, se calmer, et à ce moment-là, elle a pris son téléphone, elle a essayé d'appeler quelqu'un, mais c'est là qu'elle a vu des gendarmes s'approcher d'elle comme pour la surveiller, et quand ils ont remarqué qu'elle avait son téléphone, ils lui ont demandé de n'appeler personne. Mais voilà, mis à part ça, ils ne disent rien à Agnès, elle ne sait toujours pas ce qu'il se passe. Après ça, Agnès va voir une nouvelle voiture de police arriver, 3 policiers vont en sortir et ils tenaient un sac noir qui était vide. Ils vont alors marcher vers le pont, il restait 10 minutes et puis après ça ils vont revenir et le sac était rempli de quelque chose, on ne sait pas quoi et vous allez voir ça va être important parce que Agnès ne saura jamais ce que les policiers ont pris ce jour-là. Enfin bref, vers 17h, donc quand même pas mal de temps plus tard, le SAMU va enfin arriver et Agnès se dit « Ah bon, bah mon fils va recevoir des soins parce que peut-être qu'il a froid, enfin s'il est tombé dans l'eau, peut-être qu'il est en hypothermie ou quelque chose comme ça. » Donc elle se dit simplement « Bon, les choses avancent, mon fils va avoir les soins et il va bientôt revenir. » Mais donc elle se dit que ce n'est rien de grave. Mais en réalité, Pierre était déjà mort à ce moment-là. Cela ne faisait pas longtemps. Et Agnès se dit que si l'ambulance était arrivée plus tôt, même si Pierre était déjà mort, peut-être qu'on aurait pu le réanimer. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Parfois, il y a des gens qui décèdent, mais qu'on arrive quand même à réanimer. Voilà. Donc Agnès ne saura jamais si son fils aurait pu être réanimé si l'ambulance était arrivée un petit peu plus tôt. En tout cas, c'est quelques minutes après ça qu'un des secouristes va venir s'approcher d'Agnès, qui est toujours dans sa voiture. Il va lui tendre la main et il lui dira « Toutes mes condoléances pour votre fils ». C'est donc là, de cette manière-là, que Agnès a compris que son fils était décédé. À ce moment-là, elle ne s'est pas écroulée, elle n'a pas pleuré, elle a simplement demandé si elle pouvait aller le voir et enfin, on va accepter. Quand Agnès est arrivée sous le pont, elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait découvrir, elle pensait même peut-être voir son fils dans la rivière, mais non, ce n'était pas le cas. Elle a trouvé Pierre allongé sous le pont avec encore son casque sur la tête. Il était au sol, il n'était pas sur un drap, pas sur une civière ou quoi que ce soit, mais allongé sur les pierres au milieu des détritus qu'il y avait sous le pont. Et cette image, eh bien Agnès ne l'oubliera jamais.
jamais. Agnès a ensuite vu qu'il y avait une laisse pour chien à côté de Pierre. Elle l'a pris dans ses mains, elle l'a plié et après ça, elle a enlevé le casque de la tête de Pierre et c'est à ce moment-là qu'elle a vu que Pierre avait une marque sur son cou. C'était une marque qui n'était pas sur le dessus du cou près du menton, mais bien en dessous, proche de la clavicule. La marque faisait la largeur d'un câble et était droite et faisait le tour complet du cou de Pierre. Agnès apprendra alors que Pierre avait eu autour du cou le collier pour chien qu'il venait d'acheter et qu'il avait été pendu avec la laisse qu'il venait également d'acheter. Ce n'était pas une laisse rétractable, donc c'était juste une laisse comme ça, et donc le bout de la laisse avait en fait été pendu à un boulon qui se trouvait au-dessus du pont. Pierre avait alors été retrouvé pendu, il était en position assise, et quand Agnès a appris ça, elle a dit « Qui a fait du mal à mon fils ?» Ça veut dire que à ce moment-là, elle savait déjà qu'elle n'était pas face à un suicide, mais que quelqu'un s'en était pris à Pierre. En plus, quelque chose va directement frapper Agnès. Comme je vous l'ai dit, Pierre avait des soucis de motricité et à cause de ça, il n'arrivait pas vraiment à faire ses lacets. Pourtant, quand Agnès va retrouver Pierre sur le sol, eh bien, elle va voir que les lacets de ses chaussures étaient parfaitement lacés. Aussi, quand Agnès a vu la laisse accrochée au collier, elle s'est dit que le système était trop compliqué pour Pierre. Il n'aurait jamais réussi à l'attacher seul. Agnès est sous le choc, elle ne pleure toujours pas mais elle se pose tellement de questions et là elle va avoir l'idée de prendre le téléphone portable de Pierre et de regarder dans son application santé. Elle va alors se rendre compte que son application disait que les derniers mouvements de Pierre avaient eu lieu à 11h24, soit 4 minutes après qu'il ait été vu par le gendarme en train de rouler à vélo. C'est étrange parce que 4 minutes ça ne suffit pas pour faire la distance de la gendarmerie jusqu'au pont où il a été retrouvé. Donc il y a un problème quelque part. Alors on pourrait se dire que le gendarme s'est tout simplement trompé d'heure, mais non, ce n'est pas possible parce que à 11h20 précise, il sortait de la gendarmerie pour faire sa patrouille. C'était vraiment tous les jours à 11h20 précise. Donc on sait que quand il a vu Pierre, il était bel et bien cette heure-là. Donc évidemment, d'emblée, il y a énormément de questions et d'incohérences par rapport à la mort de Pierre, mais vous allez voir, ça ne fait que commencer. Agnès va alors montrer les photos de Pierre, donc les photos de Pierre décédé, à divers experts, et ces experts diront des choses troublantes. La première chose est que Pierre n'avait pas de marque de pendaison sur le cou. La marque qui entourait son cou était en fait une marque de strangulation. C'était donc comme si quelqu'un avait serré quelque chose très fort autour du cou de Pierre, mais la marque était petite, c'était comme la largeur d'un câble. Or, le collier pour chien que Pierre avait acheté était un collier pour chien assez gros. Donc il n'aurait jamais pu créer cette petite marque autour du cou. De plus, la marque était bien droite. Si Pierre s'était pendu, la marque n'aurait pas été si droite et n'aurait pas fait directement tout le cou. Donc ça aussi, c'est étrange. Mais pire encore, d'autres choses vont venir semer le doute chez Agnès. Premièrement, on sait que Pierre a été retrouvé pendu en position assise. C'est ce qu'on appelle une pendaison incomplète. C'est en fait la méthode la plus douloureuse et la plus longue parce qu'on touche le sol et donc la mort ne se fait pas d'un coup, elle est lente et il faut quand même l'attendre, il faut attendre cette mort et en plus comme on est assis, on a possibilité de se lever, on n'est pas foutu directement. Donc ça veut dire que si Pierre s'est réellement suicidé de cette manière, il a attendu la mort. Mais de toute façon, c'est impossible et vous allez voir pourquoi. Agnès va faire un test. Elle va racheter au magasin la même laisse que Pierre avait achetée ce jour-là. Elle l'a mesurée avec plusieurs experts et ils ont constaté qu'il était difficile que Pierre puisse toucher le sol en étant assis si la laisse était pendue à un des écrous du pont. La raison est simple, c'est parce que la laisse était trop petite. En fait, pour que Pierre puisse toucher le sol et vraiment se pendre dans cette position, il aurait fallu que Pierre fasse plus de 2 mètres de haut, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas. Alors, tout comme moi, vous allez sans doute vous dire que c'est vraiment étrange, vu qu'il y a des photos qui montrent que Pierre a été pendu avec cette laisse. Voilà, la police a écrit ça dans ses rapports. Donc tout ça est étrange parce qu'on fait des tests, mais ce n'est pas plausible, ça ne marche pas, la laisse ne pouvait pas tenir Pierre dans cette position si elle était pendue à cet écrou en question et pourtant la police a marqué que c'était le cas. Donc vraiment,
Ça pose beaucoup de questions et vraiment ça nous laisse dans le flou le plus total. Et puis même, vu la taille et la profondeur de l'écrou sur lequel était pendue la laisse et vu le poids de Pierre, un simple petit geste aurait pu détacher la laisse. Pourtant nous sommes dans le cas d'une pendaison incomplète, donc Pierre, s'il s'est vraiment pendu de cette manière, aurait dû bouger un tout petit peu, mais non, c'est pas possible parce que si Pierre aurait fait le moindre petit mouvement, la laisse se serait décrochée. Donc ça veut dire que par une laisse qu'il aurait étendue d'une manière étrange pour qu'elle fasse la bonne taille, il aurait pu ensuite s'asseoir, attendre la mort, sans bouger d'un millimètre pour que la laisse ne se décroche pas. Ça paraît être un scénario totalement impossible. Pourtant, il y a quand même quelque chose d'étrange parce que Agnès a vu que les policiers avaient dû couper la laisse. Agnès a alors demandé aux policiers pourquoi est-ce qu'ils avaient coupé la laisse et on lui répondra tout simplement que c'était parce que c'était impossible d'enlever la laisse de l'écrou sans devoir la couper. Mais ça n'a aucun sens vu que la laisse était enroulée autour de l'écrou. Comme le montre Agnès, il suffisait de la faire glisser pour la détacher et donc elle n'a jamais compris pourquoi la police avait dû couper cette laisse. De plus, la laisse a quand même été analysée et une demi-empreinte digitale a été retrouvée dessus. C'est quand même assez improbable. La laisse venait du magasin, la vendeuse elle-même l'avait manipulée, les clients ont dû la toucher et seulement une demi-empreinte y avait été trouvée. Agnès est donc convaincue que sans doute quelqu'un a dû nettoyer la laisse après la mort de Pierre. Le scénario serait donc que quelqu'un a étranglé Pierre avec une corde que nous n'avons jamais retrouvée et qu'il a ensuite maquillé le crime en suicide par pendaison. Mais encore une fois, ça reste étrange parce que la laisse était trop petite pour qu'on le retrouve dans cette position. Donc Agnès remet quand même d'un côté en doute la parole des policiers, elle ne comprend pas. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire avec le gendarme qui a vu Pierre mais qui change de version tout le temps. Il y a cette laisse qui était trop petite et que les gendarmes ont dit que non, Pierre a bel et bien été retrouvé dans cette position alors que c'est impossible. Voilà, il y a beaucoup de choses incohérentes qui ne fonctionnent pas. Alors on peut pas dire que la police cache quelque chose parce qu'on n'en sait rien et que je vais pas porter des accusations comme ça, mais bon, tout ça reste étrange. Aussi, j'ai demandé à Agnès si on avait volé des affaires à son fils. Et c'est là que c'est un peu bizarre parce que dans son sac, son fils n'avait plus que ses 2 téléphones. Donc son ordinateur, son clavier et sa souris avaient disparu et il ne restait que ses téléphones. Il avait 2 téléphones, pourquoi? Parce qu'il avait son téléphone personnel et le téléphone du travail. Donc, si quelqu'un avait voulu le voler, pourquoi est-ce qu'il aurait volé le vieil ordinateur, le vieux clavier, la vieille souris et pas ses 2 téléphones? C'est étrange. En gros, il restait dans son sac donc ses téléphones, son goûter, une petite cuillère et une bouteille d'eau. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que sans doute la police a dû prendre l'ordinateur. Mais pourquoi à ce moment-là ils ne le disent pas à Agnès? Je vous avais parlé que le jour où Agnès attendait pour aller sous le pont rejoindre son fils, elle a vu des policiers arriver avec un sac noir qui était vide et repartir avec le sac noir qui était rempli. On peut se dire que peut-être ils ont pris l'ordinateur. Or, quand Agnès demande aux policiers s'ils ont pris quelque chose, les policiers s'énervent un peu et lui disent « Non, on n'a rien pris du tout ». Mais ça aussi, ça reste étrange. Et ce serait quand même important de savoir si les policiers ont pris ou non cet ordinateur pour savoir si Pierre a été volé ou non. Bon, sinon, Agnès va encore découvrir des choses vraiment révoltantes. Agnès va apprendre que pour les ambulanciers, le SAMU, les policiers, en soi toutes les personnes qui avaient approché Pierre ce jour-là, Pierre était selon eux schizophrène. C'est une rumeur qui vient de nulle part. On ne sait pas comment ça a pu tourner dans toute l'équipe, mais pour eux c'était une certitude que Pierre avait une maladie mentale. Pire encore, la rumeur disait aussi que Pierre était dépressif, mais aussi trisomique. Alors oui, il avait une maladie génétique, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais elle n'était pas développée, donc Pierre n'était pas trisomique. Je sais pas si vous vous rendez compte comme c'est grave, c'est pas une rumeur de village, ni une rumeur qui court dans les médias, mais bien une rumeur qui court chez les médecins, les secouristes et les forces de l'ordre, et tout le monde pensait vraiment que c'était vrai. Bon, sinon, quelques jours après la mort de Pierre, son corps sera rendu à la famille pour qu'ils puissent l'enterrer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, aucune autopsie n'a été faite sur le corps de Pierre. La personne qui travaille au funérarium et qui était censée s'occuper de Pierre pour, voilà, le faire beau, l'habiller, etc., s'est rendu compte que Pierre avait des ecchymoses un peu partout sur le corps, mais aussi que sa tête ne tenait plus. Elle était comme tenue seulement par la peau de son cou. Donc c'est étrange et cette personne s'est dit
Bon, je vais quand même regarder, voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a eu, s'il y a eu une autopsie ou quoi que ce soit. Et là, elle se rend compte qu'il n'y a pas eu d'autopsie, mais aussi que dans le dossier de Pierre, c'est marqué qu'il y a un doute. Donc la justice a un doute sur le fait que ce soit réellement un suicide. Donc là, évidemment, la personne qui est censée s'occuper de Pierre se dit « Bon, bah, je ne vais pas toucher au corps s'il y a un doute, c'est complètement bête. » Donc elle va téléphoner aux policiers et les policiers vont leur dire « Ah non, vous inquiétez pas, on va vous envoyer des nouveaux documents et on va prouver en gros qu'il n'y a plus de doute et que c'est bel et bien un suicide. » Un peu plus tard dans la journée, la personne du funérarium recevra bel et bien ces documents prouvant qu'il n'y avait aucun doute et que c'était un suicide, et donc c'est comme ça qu'elle a pu toucher au corps. Au niveau juridique, les parents de Pierre ont donc pris une avocate et ils ont décidé de porter plainte pour meurtre. Le corps de Pierre a alors été exhumé pour y faire une petite autopsie, mais bon, ça faisait vraiment trop longtemps déjà et rien de plus a été retrouvé. Donc voilà, suite à ça, la justice a rendu un non-lieu. Mais les parents de Pierre ne se sont pas laissés démonter et ils ont donc fait appel à la décision du juge. C'est comme ça que le mardi 29 mars 2022, donc c'est vraiment récent, la maman de Pierre ainsi que toutes les personnes qui la soutiennent se sont rendues au tribunal. D'ailleurs, parmi ces personnes, il y avait Sabrina, la fille de Christiane Gendron, avec qui j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, je vous mets le lien dans le petit i. Bref, à cette audience, l'avocate de la famille de Pierre a dénoncé le manque d'investigation. Elle a d'ailleurs rappelé qu'il n'y avait eu aucune reconstitution, ce qui est quand même très important en cas de suspicion de meurtre. L'avocate a fait un très bon travail et en gros, elle a rappelé au juge et au procureur tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Par contre, une chose qui est vraiment très triste, c'est que la tombe de Pierre a été profanée un petit peu après sa mort. Mais surtout, le pont où il a été retrouvé, sa famille et ses amis y ont disposé un petit hôtel à son honneur. Et bien, cet hôtel en question est profané plusieurs fois par an, et ça prouve réellement que des gens semblent en vouloir à Pierre et à sa famille. Pour le moment, nous ne savons pas si le dossier pourra être réouvert, le verdict sera rendu en septembre 2022, mais en attendant, une chose très importante que nous pouvons faire, c'est partager cette vidéo, partager cette histoire pour que de plus en plus de personnes sachent la vérité. Et c'est vrai que souvent, ce qui fait bouger la justice et la médiatisation d'une affaire, c'est la pression que les gens font sur cette justice, sur les policiers, sur le procureur, pour que justice soit enfin rendue. Aussi vraiment, je vous demande de soutenir Agnès, cette maman qui se bat vraiment depuis des années pour que justice soit rendue à son fils, mais aussi à toutes les autres familles dans son cas. Je demande la vérité justice pour Pierre et la justice pour tous. Comme je vous l'ai dit, donc Agnès se bat pour elle, mais aussi pour d'autres familles. Et elle tient à rappeler, elle me l'a vraiment demandé plusieurs fois de vous le dire, que si vous êtes une famille où vous avez perdu un proche qui a disparu, qui a été assassiné, il y a des associations en France qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas seul et surtout vous n'êtes pas seul face à la justice. Elle-même fait partie du groupe Les Oubliés de la Justice qui compte plusieurs familles dans la même situation qu'elle. Ensemble, ils s'entraident, ils essayent d'obtenir justice, de faire bouger les choses pour eux, mais aussi pour les prochains parce qu'il y en aura. Si vous voulez soutenir Agnès, et vraiment je vous le demande, vous pouvez vous rendre sur son groupe Facebook Justice et Vérité pour Pierre Guéprat, mais aussi plus largement, je vous invite à vous abonner et à aimer la page Les Oubliés de la Justice qui partage vraiment souvent des affaires qui sont assez semblables où une famille est oubliée par la justice tout simplement. Donc voilà, je vous mettrai les deux liens en barre de description, ça prend 2 minutes, s'il vous plaît, allez-y et envoyez un petit mot à Agnès pour la réconforter et pour montrer que vous êtes là, qu'il y a des gens qui la soutiennent. Agnès, c'est vraiment une battante, elle veut savoir la vérité pour son fils et vraiment elle mérite que des gens puissent s'intéresser à son combat et qu'on la soutienne. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous lire un tout petit texte qui a été écrit par l'institutrice de CM2 de Pierre Guéprat et c'est un petit texte qu'elle a écrit en son honneur et qui je trouve résume bien la personne qu'il était. Je tiens à témoigner en tant qu'ancienne enseignante de Pierre quand il était dans ma classe en CM2. L'image que j'ai de lui est celle d'un enfant rayonnant, joyeux et très attachant. Il était toujours volontaire pour rendre service. Malgré ses difficultés à l'oral, il s'acharnait pour réussir et faire comme tout le monde sur le plan scolaire. Il aimait rire, jouer avec les autres car très sociable. Passionné d'informatique, il satisfaisait sa curiosité en faisant des recherches sur les animaux, la nature ou beaucoup d'autres sujets. Il aimait comprendre. Pierre détestait l'injustice et était toujours prêt à défendre les plus faibles. Pierre aimait la vie,
et c'était un bonheur et une fierté de l'avoir accompagné dans sa scolarité. On ne peut pas oublier cet enfant. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. L'histoire n'est pas encore terminée. On aura en septembre la décision du juge pour savoir si l'enquête est réouverte ou non. Évidemment, je vous le dirai, je donnerai des nouvelles sur Instagram, mais aussi en barre d'infos de cette vidéo. Et peut-être je ferai une partie 2 si un jour, eh bien, il y a vraiment un procès pour cette histoire. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!